Bonjour, chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Je suis un compatriote Mahmoud Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver pour procéder à des échanges. Cette fois-ci, des échanges concernant le climat et comment il est abordé, donc du climat de la nature, comment ils sont abordés ici au Sénégal. La nature vit un équilibre, connaît un équilibre fragile, c'est tous ces temps-ci. On peut même dire que ce n'est plus un équilibre fragile, mais c'est un équilibre précaire. Et impétueusement précaire. Au vu de ce qui s'est passé récemment au nord-ouest américain, dans le Canada, dans la province d'Alberta et comme aux États-Unis aussi, où un dôme caniculaire, selon l'expression des scientifiques, s'est installé mais a dépassé toutes les prévisions des scientifiques concernant le maximum de température qui aurait pu être atteint par ces canicules. Les scientifiques même étaient atterrés, interloqués et abasourdis. Non, ils n'en revenaient pas. Ils sont entrés même pour certains, un Hollandais par exemple qui parlait à l'émission Science and Action de la BBC de la semaine écoulée, du jeudi écoulé, qui disait que en fait il faut qu'ils revoient pas quelque chose mais des choses, parce que ceci est inexplicable. Après cela, on a vu les fortes précipitations, les fortes pluies, les inondations qu'il y a eu au nord-ouest, dans le nord-ouest européen, en Allemagne, en Belgique, comme en Hollande. Et l'Allemagne, à elle seule, dans une de ces provinces nord-ouest, qui a connu en une journée autant de pluie que pendant 2 mois. Et ensuite, dans la province de Junjuan, je crois, excusez-moi de la prononciation si elle n'est pas correcte, qui en 2 heures de temps a connu autant de pluie que ce qu'il pleuvait pendant toute l'année. Sans parler maintenant des feux de forêt qui ont repris, aussi bien en Amérique, dans le nord-ouest américain, au Canada comme aux États-Unis, et comme en Sibérie aussi, pratiquement dans le pôle nord, au niveau du pôle nord, dans l'Arctique, où les feux de forêt ont repris, et même ce qui a inquiété un chercheur russe, qui a dit que s'ils atteignent une perte de 40 centimètres de permafrost, ce sera maintenant irréversible. Parce que, comme les scientifiques le savent, la glace, elle réfléchit la lumière solaire, elle renvoie ça dans l'atmosphère. Donc cette lumière n'est plus en quelque sorte engloutie par la Terre. Mais si cette glace n'est plus là pour réfléchir cette lumière solaire, la lumière du solaire, vers l'atmosphère, mais ça veut dire que cette lumière sera de réchauffement pour notre planète. Autrement dit, c'est notre planète qui va engloutir cette lumière solaire, qui va être cause de réchauffement, et donc ce sera un cycle exponentiel extrêmement aussi véloce de réchauffement climatique. Et les conséquences aussi seront de plus en plus désastreuses. Sans parler aussi des sécheresses qui de plus en plus frappent fréquemment beaucoup de zones de cette pauvre planète Terre. Qui est en perte, on peut dire même, d'équilibre. Dans la nature est en perte d'équilibre. Bon, mais le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions des Nations Unies concernant les aires marines, le littoral et les zones côtières. Il y a même une convention que le Sénégal a ratifiée en 1969, je crois bien, c'est la convention d'Alger, convention signée par les pays africains, qui a été ratifiée, je crois, par le Sénégal en 1969. Il y a une convention de Maputo qui est la capitale du Mozambique. Il y a aussi une convention que le Sénégal a ratifiée, qui a été ratifiée au sein de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Parce que la plupart des pays de l'UEMOA ont des zones côtières. Autrement dit, ce sont des pays qui donnent sur l'océan. Donc, d'où la nécessité qu'ils ont sentie à l'époque de faire signer une convention
pour faire des études communes, des études comparatives et des aires de protection commune des aires marines, comme des écosystèmes marins, comme du littoral aussi. Bref, une foultitude de conventions que le Sénégal a bien signées. Mais si ces conventions n'ont aucune utilité, pourquoi les avoir signées? Dans ce cas, belle question. Si on signe une convention, c'est parce qu'elle a une utilité pour le pays. Sinon, pourquoi le faire? Sinon, pourquoi signer cette convention? Mais ce qu'on constate, c'est que le Sénégal, ayant signé ces conventions, est en train de faire une violation flagrante des conventions qu'elle a signées. Qui l'a signé? Excusez-moi. Le Sénégal ne protège pas les zones marines sénégalaises, ni le littoral, ni les zones côtières, ni l'écosystème. Le Sénégal, depuis le régime de Macky Sall, cela avait commencé déjà avec Abdoulaye Wade, mais pas aussi férocement, et pas avec une aussi grande vélocité que ce ne l'est avec le régime de Macky Sall. Parce que toute la zone côtière de Dakar, tout le littoral de Dakar, maintenant les filaos ont disparu. Pour céder la place à quoi? Pour permettre aux spéculateurs fonciers et immobiliers de se faire des sous, de se remplir les poches. Dites-vous bien, vous spéculateurs fonciers ou immobiliers comme vous voudrez, que le Sénégal ait signé des conventions. Le fait que le gouvernement sénégalais actuel vous ait permis d'occuper des zones qui revenaient au littoral sénégalais, ne vous en faites pas des propriétaires de droit. Parce que le Sénégal a violé ici des conventions qu'il a lui-même signées. Et en ce cas d'espèce, l'attribution qu'il a pu faire de toutes ces terres du littoral-là, en permettant des gens de faire un saccage du littoral où il y avait des filaos, tout un écosystème. Ces attributions et ces permis de construire que le Sénégal a donné sont nuls et non avenus. Ils n'ont aucune valeur juridique, ni légale, donc pas légale, ni encore moins légitime. Parce que c'est inadmissible même si l'on voit la misère qui est en train d'encastrer les Sénégalais de seconde en seconde, je ne dis même pas de jour en jour, qu'il y ait là une misère étouffante qui s'en est prise au Sénégal et qui fait que beaucoup de Sénégalais n'ont plus rien, que leur situation est une situation de famine, que pendant ce temps, le gouvernement, au lieu de songer à améliorer le quotidien des Sénégalais, au lieu de songer à changer le quotidien des Sénégalais, changer positivement, autant bien entendu, parce qu'ils sont en train de changer le quotidien des Sénégalais, mais négativement, en les rendant de plus en plus pauvres, de plus en plus miséreux. Mais nous, on veut, le gouvernement, sa tâche, cela doit être de changer en mieux le quotidien des Sénégalais. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de s'acheter des avions de luxe, un avion de 100 milliards, qui aurait pu construire combien d'hôpitaux. On en a parlé ici, dans un autre, excusez-moi, sur YouTube. J'en ai parlé ici. Donc des gens qui ne se soucient pas de l'école, quand déjà à Rufisque, il y a de cela 2 ans, des instituteurs, les directeurs d'école avaient saisi le ministère en disant que ces bâtiments-là, les écoles-là où nous résidons, n'ont aucune, parce que c'était construit en banco, ça peut d'un moment à l'autre tomber sur les élèves. Dans une des écoles, c'était le cas. Le gouvernement n'était pas ému. N'a même pas cru nécessaire de jeter une larme de crocodile. Ça ne l'intéressait pas. Mais nous parlons aux Sénégalais qui ont eu l'audace inexplicable de faire des spéculations sur le littoral sénégalais, sur les zones littorales sénégalais. Dites-vous bien que dès que ce régime ne sera plus en place, le Sénégal reviendra sur toutes ces propriétés qu'on vous a conférées. Parce que le Sénégal a signé des conventions et, de ce fait, est engagé. Reste engagé par ces conventions-là. Ce que ne permettent pas ces conventions, le Sénégal ne doit pas le faire. Le Sénégal, ayant fait cela,
à violer ces conventions et participe de façon éhontée à la déstabilisation systématique du climat. Et le climat, ses conséquences ne s'arrêtent pas seulement au Sénégal. Bien que le Sénégal fera partie des pays qui subiront ces conséquences, mais d'autres pays du monde en subissent les conséquences. Parce que dans l'introduction, nous avons parlé de la zone ouest américaine, puis on a parlé de l'Europe du nord-ouest, puis on a parlé de la Sibérie, puis on a parlé de la Chine, une province du Chinois, et ailleurs aussi dans la planète. N'oubliez pas que l'Indonésie, comme je ne sais plus, la Malaisie, sont attaqués par les ONG depuis des années parce que pour avoir permis le déboisement de milliers de kilomètres d'hectares et le remplacement de toutes ces forêts-là par des, je ne sais plus, des palmiers à huile, par des aires de palmiers à huile, rien que pour exporter ça vers l'Europe, etc., etc. Alors que les forêts en pâtissant, c'est toute la planète qui en pâtit. Je ne parle même pas des animaux qui en pâtissent, des espèces d'oiseaux, de volailles, etc. qui en pâtissent, mais l'humanité elle-même en pâtit. Parce que, d'après même certains théoriciens de l'épidémiologie, le Covid-19 n'est qu'une conséquence de ça, que les humains sont partis s'implanter dans des zones qui étaient réservées uniquement aux animaux dans les temps. Ils sont partis là-bas et il y a eu des contacts entre les animaux, les chauves-souris par exemple, et les humains, et il y a eu une transmission de ces SARS-CoV-2. Un syndrome severe acute respiratory syndrome, comme disent les Anglais. Syndrome de la crise respiratoire aiguë, qui est l'ancêtre de ce Covid-19. Chers Sénégalais, ces gens-là, ces délinquants et brigands du littoral-là, ils doivent savoir qu'ils seront jugés demain comme des dantons. Ils ont leur place en prison et pendant des années, ils n'en sortiront pas parce que c'est un crime contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre. Eux et le gouvernement qui est derrière eux. Je ne parle pas seulement de Macky Sall, mais tous ceux qui sont derrière Macky Sall, ces ministres et autres qui disent les Français consent, qui ne disent mot consent. Les ministres là qui sont dans le gouvernement Macky Sall, même s'ils demain ils nous disent qu'ils n'étaient pas d'accord, on s'en fout, ils étaient avec eux, avec lui et ils applaudissaient. Ils n'ont rien dit, donc ils ont apprécié, ils ont approuvé ce que ça fait. C'est qui est inadmissible et inconcevable pour un pays aussi pauvre que le nôtre. Même si on sait qu'on a du pétrole, mais ce pétrole-là, qu'est-ce qu'il vaut? Puisque ce pétrole ne rapporte même pas 500 milliards par an. Ce pétrole ne permet même pas de payer nos dettes. On est en dette à autour de 10 000 milliards. Comment on paye ça? On paye ça en augmentant les prix des produits. L'État a reculé sur l'augmentation du prix de certains produits pharmaceutiques. Parce que les pharmacies ont réagi à temps et vivement. Mais ils ont augmenté le ciment, ils vont augmenter le béton, le fer, etc. Tout a augmenté les produits alimentaires. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi, qui n'avaient pas déjà avant que ça augmente, quoi se payer quelque chose, doivent supporter une augmentation des prix. Mais quand on a du pétrole et du gaz, normalement le prix du gaz domestique, le prix du gaz va diminuer. Ça n'est pas le cas. Le prix là, la bouteille de gaz coûte toujours ce qu'elle coûtait depuis 2012. Fin 2012. Le même prix alors qu'on est un pays qui dispose de gaz, de beaucoup de gaz, qui dispose de beaucoup de pétrole, et le prix du carburant n'a pas diminué pour ceux qui disposent de véhicules. Pourquoi? Parce que tout de cela ne nous appartient pas, ne nous revient pas. Ça revient à Macky Sall. Ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu faire. Ça revient à la France, où Macky Sall se présente humblement pour leur dire que voilà ce que nous pouvons vous donner. Mais je suis désolé de ne pas en avoir davantage, mais dès qu'on découvrira autre chose, ce sera pour vous. C'est pourquoi de notre zircon, de notre or, du pétrole, du gaz, bon Dieu, du phosphate qui est là, et même du ciment. Le ciment, le prix ne peut pas baisser. Pourquoi? Alors que le ciment, tout ce qui produit le ciment vient du Sénégal. Mais malheureusement, c'est trop cher. Pourquoi? Parce que c'est une logique. La logique qu'a le pouvoir en place et qu'avait eu le pouvoir en place depuis pseudo-indépendance là, c'est une logique d'expropriation du peuple. Mais toujours est-il que nous
reprendront ce qui nous revient. Et ces spéculateurs fonciers et le gouvernement qui les encourage, ils ne récolteront demain que ce qu'ils auront semé. Ils seront expropriés, jugés, emprisonnés, enfermés comme il se doit. Chers compatriotes, passons à un autre sujet qui est en train de... la pandémie du Covid-19. C'est une pandémie, ce n'est pas une épidémie. Une épidémie, même dans un pays, c'est localisé, c'est dans une zone, dans une région. Souvent, ce n'est pas dans tout le pays. C'est rarissime que ce soit dans tout le pays. Mais le Covid-19, excusez-moi, hein, moi j'ai l'habitude de dire le Covid-19 et je continuerai à dire le Covid-19. Même si une académie a dit que c'est là, bon, peu importe pour moi. Mais je dis que le Covid-19, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une épidémie. Non, c'est une pandémie. Elle concerne toute la planète. Il n'y a pratiquement aucune zone de la planète qui soit épargnée par cette maladie. Vous avez vu que l'Arabie Saoudite, à 2 années de suite, empêchait aux étrangers de pouvoir procéder à la cérémonie du Hajj, où il y avait pratiquement 3 millions de personnes qui se rendaient chaque année. Pour quelle raison? À cause de la pandémie, qu'on ne parvient toujours pas à maîtriser. Vous avez vu que l'Angleterre, bien qu'elle ait eu à vacciner 52% de sa population, a connu 4 jours de suite un nombre de cas égal à 50 000 par jour. La France avait été 50 000 par jour, 50 000 avant-hier, 50 000 cas. Et dans l'Europe, on est partout pratiquement en train de prendre des mesures pour revenir à des confinements. Sauf ce qui s'est passé en Angleterre et qu'aucun scientifique anglais n'a pu accepter comme étant basé sur de la science ou bien la science épidémiologique. Une d'entre elles même avait dit que c'est de la stupidité épidémiologique. Les mesures de relâchement, d'abandon des mesures de restriction qu'avait prises Boris Johnson et son gouvernement. Bref. Ce qui veut dire quoi? Que nous sommes dans une pandémie. Et si les pays qui ont énormément de moyens médicaux, là où nous sommes des nés en termes d'organisation médicale et de même services médicaux, nous sommes des nés ou bien nous sommes des moins que nés. Moins que des nés, nous avons la taille de l'homme, en quelque sorte. Eux, ils ont des services médicaux. Ils ont beaucoup de médecins, ils ont beaucoup de chercheurs énormément. Et malgré tout, eux, ils sont atteints par ces maladies. Et ils s'efforcent de pouvoir vacciner toute la population afin d'atteindre ce qu'ils appellent leur herd immunity, autrement dit l'immunité collective, à partir de 110% de vaccination. Mais eux qui ont tout ça ne se permettent pas de se relâcher vis-à-vis de cette pandémie, de ce virus. Et nous, les Sénégalais, qui n'avons rien de tout cela, ou c'est le désert médical qui existe, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de centre de santé, on n'a même pas assez de travail de la santé. On n'a pas assez d'infirmiers, on n'a pas assez de sages-femmes, ni de médecins. On n'en a pas assez, on n'en a pas du tout. Et les autorités le savent qu'on n'a rien ici. Mais ça ne les intéresse pas d'investir de ce côté-là. Ils investissent du côté des limousines de luxe et des avions de 60 milliards. Mais recruter des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des trucs, ça ne les intéresse pas. Recruter des agents des eaux et forêts pour pouvoir protéger nos forêts qui sont en train d'être déboisées en Casamance, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Mais nous, donc, bon, bref, pour ne pas nous égarer davantage, revenons à la pandémie. C'est à nous d'avoir un comportement adéquat et idoine. Le fait de refuser de porter des masques, c'est irresponsable. Parce que c'est nous qui allons tomber malades. Macky Sall, s'il tombe malade, lui, il a des moyens de se faire soigner. Il a les moyens de prendre tous les médecins sénégalais et de les affecter au palais. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas ça. À nous de nous protéger en mettant les masques, en refusant de serrer la main aux gens en dehors, et ensuite, lorsqu'on revient chez nous, de nous rincer les mains avec les désinfectants, les javel, ainsi de suite. C'est à nous de le faire. Si on ne le fait pas, qui va le faire à la place? Si on tombe malade, c'est nous qui allons subir les conséquences. Et ensuite, c'est une maladie, je ne parle même pas de la mort où elle peut mener, mais seulement les symptômes sont durs à supporter. Le fait de ne plus pouvoir respirer correctement parce que le virus s'introduit dans nos poumons et fait travailler, utilise les cellules des poumons qui vont travailler à son compte pour sa reproduction et ainsi de suite. Ouais.
Déjà, rien que de supporter que le poumon fasse mal et qu'on ne puisse même pas respirer correctement, c'est pourquoi certains, on leur donne les masques à oxygène. Mais si vous vous entêtez, si on s'entête à ne pas mettre ces masques-là, c'est la catastrophe. Et à ne pas prendre les mesures d'hygiène minimales, c'est aussi la catastrophe. On n'est pas des anges pour être épargnés par cette maladie. Et c'est une maladie contre laquelle les prières ne servent à rien. Ce n'est pas des prières qui vont chasser le Covid-19. Les confréries aussi, elles doivent savoir que ce que la tolérance de la part des autorités, disons, qui leur a permis d'organiser des manifestations confréries, je ne dis pas religieuses, cette tolérance-là, nous, elle n'est pas de notre côté. En tout cas, cette tolérance, elle n'est pas en nous. Nous ne pouvons pas tolérer que les gens fassent des manifestations qui vont aider à démultiplier, à propager le virus et dire que non, Ndogalo Yalla là après. Non. On ne peut pas tolérer que des manifestations confrériques se font pendant que les Sénégalais meurent et que c'est un risque de contamination globale de ce pays. Alors qu'on n'a pas les moyens. En Inde, les gens disent que même le nombre de morts a été sous-estimé par l'Inde. Des chercheurs ont dit que, en fait, il s'agit de 10 fois plus de nombre de morts que le nombre de morts proclamé officiellement. 400 000, mais ils disent que c'est 4 millions de morts qu'il y a eu en Inde. 4 millions à cause de la deuxième vague, je ne sais plus qu'il y a eu lieu en Inde. Et nous nous permettons de faire comme s'il n'y a rien ici, quoi. Tout va bien, comme dans le meilleur des mondes. C'est de la folie. Bien sûr, parce que nous n'avons même pas, nous, les moyens de lutter contre le panier. Donc, encore moins contre le Covid-19. Ceux qui propageront sciemment ce virus-là, c'est des ennemis mortels de notre pays. C'est des ennemis mortels du Sénégal. On ne doit pas procéder à des rassemblements, on ne doit pas organiser des rassemblements, on ne doit pas organiser non plus des manifestations confréries, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Le Sénégal, c'est un pays qui appartient à la collectivité, mais pas à des individus qui veulent en faire ce qu'ils veulent. Ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Et ces Sénégalais, du courage, c'est dur, mais apprenons-le. Il nous faut survivre, comme disait mon ami Bob Marley. Il nous faut survivre. Et survivre, c'est s'engager. S'engager dans le droit chemin pour permettre à l'Afrique de devenir un continent respectable, économiquement parlant, plutôt que d'envoyer nos enfants tout le temps dans l'océan, etc. Merci, au revoir. Et excusez ma passion qui ne se justifie que par les constats que j'ai faits concernant chez nous où ça va pas. Merci, au revoir.